Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. On va continuer la présentation du modèle relationnel et en particulier du langage SQL pour le bloc 4 du DU enseigner l'informatique au lycée à Lyon 1. Alors voilà, je vais vous présenter donc un sous-ensemble, enfin un petit ensemble, une petite partie du SQL consacrée aux requêtes de lecture. Alors, vous voyez ici le plan, ça correspond en fait aux opérateurs qui vous sont proposés. Donc, on va les passer relativement rapidement pour voir ce que chaque expression fait, chaque opérateur, on dit plutôt, fait, pour arriver à écrire vos premières requêtes. Alors, SQL, ou on dit SQL en anglais plutôt, Structure Query Language. Alors, il y a plusieurs facettes. C'est un standard. Voilà, j'ai mis les différentes évolutions. Dessous, vous voyez que c'est d'actualité. Alors, le prochain, c'est pour 2019, je crois, où il a dû sortir. Euh, alors, il y a des opérations de définition des données. Donc, on a parlé dans la vidéo précédente, voilà, d'attributs, de relations, mais c'est pour définir ça. Il y a les opérations de manipulation de données, en particulier la lecture. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Mais il y a aussi de standardiser des choses sur la sécurité, donc les systèmes de gestion des droits, les sessions. Donc là, c'est quand on se connecte, on a une session qui est ouverte, et ce qui va avec, c'est des transactions. Donc c'est pouvoir annuler des commandes, faire en sorte il y ait une unicité, enfin que les différentes opérations qui composent la transaction fassent un tout, et soit on annule tout, soit on valide tout. Il n'y a pas de chose au milieu. Voilà, donc tout ça, on va pas trop en parler aujourd'hui. Euh, on va surtout s'intéresser aux requêtes select from where, on va dire, de base. Alors, assez souvent, quand on parle de SQL et la présentation qui va être faite là, c'est souvent du SQL un peu vieux en quelque sorte, le SQL 92. Alors ça a beaucoup évolué, il y a eu beaucoup de choses qui ont été ajoutées, notamment il y a le support natif de XML maintenant qui est standardisé, il y a des extensions orientées objets, il y a beaucoup de choses, c'est vraiment un énorme document, le standard. Les GBD n'en implémentent en fait très souvent qu'une partie, et il faut aussi savoir que des fois ils respectent pas très bien le standard. Voire même des fois pas du tout. Alors, je fais une petite vidéo sur SQLite. Le langage, ok, c'est bien SQL. Par contre, ce qu'il fait, ben, c'est pas tel que SQL le décrit. Donc, voilà, faut le savoir. Et en particulier sur certains types de données, je disais que dans la vidéo précédente, par exemple, les tableaux, c'était pas standardisé. Du coup, d'un GBD à l'autre, ça changeait. Il y a des choses qui sont pas très portables. Même si SQL unifie beaucoup et que tous les GBD relationnels s'y conforment, plus ou moins. Voilà, tout est dans le plus ou moins. Alors, la structure générale d'une requête SQL simple, c'est celle-ci. Et c'est ça qu'on va regarder. Voilà, dans la suite, on va décrire finalement chacun des mots-clés que vous voyez apparaître en gras. Alors déjà, un premier point, c'est que l'ordre compte. On écrit dans cet ordre. Select, from where, group by, order by. Il y a aussi une clause qui s'appelle having, qu'on peut mettre ici, mais elle n'est pas au programme, donc j'en parle pas trop. On pourra voir s'il y a besoin en TP, ou si vous voulez en discuter. C'est des conditions sur les groupes. Donc on va voir comment ça fonctionne, comment avec ce petit langage-là, on arrive à exprimer des requêtes d'interrogation qui peuvent être assez complexes. Alors, déjà, on va commencer select from. Alors, le select, ça c'est le premier point. On dit que c'est la projection, parce que dans un des modèles théoriques de l'interrogation des bases de données relationnelles, euh, il y a 5 opérateurs, voilà, ça correspond à l'opérateur de projection. Donc, moralement, on a vu que tout était tabulaire.
La sélection, c'est enlever des colonnes. Donc ici, dans ma table, vous avez au moins les attributs 1 et 2. Et ben, par exemple, vous voulez garder que cela. Vous voulez pas les autres. Alors vous pouvez mettre étoile pour tout garder. Voilà. Donc ça c'est intéressant si les opérations que vous faites, ça va plutôt être de sélectionner des lignes et pas des colonnes. Vous voulez toutes les colonnes, donc on peut mettre étoile. Et point aussi que j'introduis ici, le point virgule est utilisé pour marquer la fin des commandes SQL. Alors en particulier si on va en enchaîner plusieurs. Ben, par exemple avec les requêtes de mise à jour, enlever 100 € et les mettre à quelqu'un d'autre. On sépare avec des points-virgules ou dans vos scripts de façon générale, il y aura une exécution à chaque point-virgule en quelque sorte. Alors, des requêtes de sélection simple, ben, on avait vu que la table student, elle avait 4 colonnes, elle avait un numéro d'étudiant, elle avait un nom d'étudiant, elle avait une moyenne et une taille du lycée. Ben ici, on veut que 2 colonnes sur les 4. Si on veut tout, c'est select étoile from student. Alors ça, c'est une requête qu'on va jamais vraiment faire sur une grande base de données, ben parce que sinon, ça vous envoie tout sur le réseau. Par contre, dans les petits tests ou dans les petits jeux d'essai comme ça, elle, on la fait souvent, ou alors quand elle n'est pas trop remplie, quand on est en conception, voilà, pour mettre au point nos requêtes, on va souvent s'en servir. Mais par contre, en vrai, sur de la production, on le fait pas, c'est pas une très bonne pratique de récupérer toutes les colonnes, parce que souvent on n'a pas besoin de tout. Alors, on va sauter le from pour l'instant, on va parler du where. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à comprendre. Autant le select, ça, si vous avez vos données comme ça en table, avec mettons ici 3 colonnes, le select, ça va vous permettre de garder qu'une seule des colonnes. Le where, ça va vous permettre de choisir les lignes que vous voulez garder. Ouais, donc par rapport à un tableau dans une feuille de calcul, là vous pouvez le faire en cachant les colonnes, souvent vous l'avez, et ça vous pouvez le faire si vous avez activé le mode filtre, vous pouvez le faire avec des filtres. Voilà. Donc ici, condition, ça va être un petit langage avec des OR, des notes, toutes les opérations booléennes usuelles, et aussi tout un jeu de fonctions que vous avez qui font partie du SGBD et du standard même. Par exemple, vous avez l'arithmétique, vous avez des opérations de traitement sur les chaînes pour avoir les débuts de chaîne, couper une chaîne, voilà, tout ce que vous voulez ici. Donc, souvent, il va falloir, quand vous voulez des conditions complexes, sur des types de données un peu riches, typiquement les dates, souvent vous allez devoir aller dans la doc pour savoir comment on extrait l'année d'une date stockée dans tel format. Voilà, je mettrai un petit peu après quelques exemples, mais souvent il faut retourner à la documentation. Alors voilà. Les exemples, comparaison, donc vous allez avoir comparaison entre les chaînes, entre les entiers, entre un attribut, entre deux attributs, un attribut, une constante. Vous avez plein de types de données, et attention, voilà, en particulier, il y a une faute d'orthographe, le formatage des dates va d'un SGBD à l'autre. Vous avez, bien entendu, comme je l'ai dit, tous les opérateurs logiques usuels et des choses un petit peu spécifiques au standard. Donc par exemple, si on veut le nom des étudiants qui ont une moyenne de plus de 3,6, c'est la première requête. Si vous voulez les très bons et les pas très bons, on va dire, vous voulez leur nom et leur moyenne, ici vous avez une condition booléenne avec un ou. Donc ici, ça renvoie un booléen, ça renvoie un booléen, la conjonction des deux renvoie un booléen. Ce qu'il y a dans le where, d'une façon ou d'une autre, à la fin, il faut que ça puisse s'évaluer comme étant un booléen. Voilà, c'est une condition. Donc c'est soit c'est vrai, soit faux sur chaque ligne. Alors, vous avez un opérateur, alors dans les choses un peu spécifiques à SQL, vous avez l'opérateur in. Alors c'est très pratique pour des listes de valeurs. Par exemple, on veut un établissement qui est dans soit la Californie, soit l'État de New York, soit
cet État, je sais pas, le Wisconsin peut-être. Donc c'est absolument équivalent à remplacer par des OR comme vous le voyez dessous. Alors en SQL, ce que vous pouvez mettre ici dans le in, c'est pas forcément des constantes. Ça peut notamment être le résultat d'autres requêtes pour faire des requêtes imbriquées. Mais on va pas trop on va pas le voir ici, mais voilà, c'est faisable. Le in, c'est pas juste pour des constantes. Vous avez aussi un opérateur between. Bon, on imagine bien la condition, enfin on imagine bien ce que ça veut dire. Alors par contre c'est inclusif. C'est bien la borne, le L il est inclus et le U aussi il est inclus. Donc on veut tous les étudiants qui ont entre 2 et 3, les deux inclus. Donc on pourrait l'écrire de façon équivalente comme écrit dessous. Voilà. Il y a beaucoup de mots-clés en SQL. C'est un langage qui est riche en ce sens. C'est une des choses qui est introduite. Alors, voilà, on commence à avoir le cell, c'est la clause from. Alors, la clause from, dans les deux exemples précédents, c'est des exemples simples, il y avait une seule table. En fait, on peut en mettre plusieurs. Et c'est là qu'on va complètement dépasser le paradigme de la feuille de calcul, où généralement on manipule une seule table. Là, on veut les mélanger. Donc avec le from, on va pouvoir exprimer le produit cartésien et ce qu'on appelle en base de données la jointure. Donc on peut utiliser plusieurs tables dans une requête. Si on précise rien, si on sépare par des virgules, on fait le produit cartésien. C'est-à-dire qu'on va combiner toutes les lignes de ma table 1 avec toutes les lignes de ma table 2 avec toutes les lignes de ma table 3. Donc si les tables sont grosses, ici, si vous avez 100, 100 et 100, la taille du résultat, c'est 100 au cube. Donc ça croît très vite. C'est la source, c'est vraiment la source de la complexité, on peut le dire comme ça, de l'évaluation des requêtes. Et en particulier, assez souvent, on ne veut pas juste mélanger, on veut rajouter des conditions. Donc c'est ce qu'on va voir après, qu'on appelle la jointure. Et donc il y a les SGBD, ils sont optimisés pour essayer de faire ça le plus efficacement possible. Alors, par exemple, un exemple un peu brutal, je veux toutes les combinaisons de nom d'étudiants et de nom d'établissement où le nom de l'étudiant était dans un lycée depuis 2000 inscrit. Voilà. Donc vous retrouvez, donc, si vous regardez dans la table précédemment, des étudiants qui ont cette condition, il n'y en a que deux, il y a Edouard et Craig. De l'autre côté, dans College, vous avez 4 valeurs, et bien on a toutes les combinaisons possibles, donc ici, 2 qui satisfont la condition, x 4, vous avez 8 lignes. Voilà. Donc, ça c'est ce qu'on appelle le produit cartésien, on mélange tout le premier avec tout le second, et avec le select, on peut garder un sous-ensemble qui nous intéresse. Donc ici, on voulait juste les noms. Alors, la jointure, c'est une des opérations vraiment fondamentales. Donc, une façon de la définir, c'est le sous-ensemble du produit cartésien, dont on ne garde qu'une partie. Ce sont les tubes qui satisfont une certaine condition. Alors, on dit que la jointure est naturelle si cette condition, c'est l'égalité entre les attributs communs. Donc, tout à l'heure, dans notre base, on avait une relation des candidatures, apply, et une relation des étudiants. Il y avait un attribut qui était commun, c'était le numéro d'étudiant. Donc, on a très envie de combiner le long du numéro d'inscription ou du numéro d'étudiant. Mais justement, ça va être des opérations de jointure. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Soit on suit finalement la définition ici. Donc on va faire un from avec plusieurs tables qui va faire un produit cartésien, et ensuite on utilise le where pour mettre notre condition. Et comme je vous ai dit, c'est une opération vraiment fondamentale. Vous avez aussi une autre façon de l'écrire, c'est utiliser une clause join. C'est ce que je vais vous montrer juste après. Alors, il y a 4 façons de calculer le même résultat. Ici, je veux le nom des candidats, sname, et le nom des établissements, cname,
où ils ont candidaté. Donc, je ne veux pas mélanger toutes les candidatures avec tous les étudiants, parce que ce qui m'intéresse, c'est la candidature d'un étudiant. Mais dans Apply, j'ai pas le nom de l'étudiant, j'ai juste son numéro. Donc je voudrais le nom, je voudrais savoir que Edouard a candidaté à Berkeley, je sais pas, et aussi au MIT. Et donc vous voyez, c'est cette condition ici qu'on appelle la condition de jointure. Alors, il y a une syntaxe, comme c'est quelque chose qu'on va faire très souvent, et en plus, je vous ai dit, le SGBD, c'est vraiment une des opérations fondamentales pour lui. On peut utiliser non pas la virgule, mais join, et ensuite avec le mot-clé on, préciser ce qu'on a mis dans le where précédemment. Ça revient au même. C'est-à-dire que le SGBD, dans tous les cas, il va essayer de choisir le meilleur algorithme pour répondre, que vous l'écriviez d'une façon ou d'une autre. Moi, j'ai personnellement une préférence à écrire comme ça, parce que on sépare mieux ce qui relève de la combinaison de plusieurs tables, de ce qui est vraiment de la sélection pure pour sélectionner les lignes. Parce que si vous écrivez de la façon 1, ici, ça on va dire c'est la façon 2, 3, 4, si vous écrivez de la façon 1, en pratique, les requêtes, les closeware, elles peuvent être assez grosses, et si vous mettez, mettons, si vous avez 5 ou 6 tables, dans le from, ce qui peut arriver, ben, vous allez avoir déjà 5 ou 6 lignes avec des end, rien que pour le where, juste pour dire comment vous combinez. Voilà, avec l'écriture 2, on évite ce phénomène. Alors, comme ici, vous voyez que l'attribut commun, c'est le SID, et il a le même nom dans apply et dans student, et bien, une autre façon de dire, c'est avec la jointure naturelle, de dire natural join, et là, automatiquement, le SGBD, il va faire ce test d'égalité sur les attributs communs. Alors, il va faire un truc en plus, c'est qu'il va vous enlever les colonnes en double. Ici, si vous faites select étoile, à la place de ça, vous allez avoir tous les attributs de student et tous les attributs de apply. Donc, vous allez vous retrouver avec deux colonnes SID, qui s'avèrent être égales, parce que vous avez gardé que les égaux, mais une fois pour student, une fois pour apply. Alors, le natural join va vous enlever ça. Alors, donc, ouais, c'est pas tout à fait logiquement équivalent. Ici, il y a un petit peu une différence, c'est qu'on a une colonne en moins avec l'écriture 3. Et avec l'écriture 4, là par contre, on est vraiment de la même façon, c'est juste un raccourci. La condition ici, après le on, vous pouvez soit mettre une condition booléenne, comme dans un where, soit mettre une liste d'attributs, et c'est la liste des attributs sur lesquels on va tester l'égalité. Alors ça, c'est sympa par rapport au modèle théorique. Par contre, en pratique, c'est pas très recommandé. Il vaut mieux utiliser, moi j'ai une préférence pour celle-ci, parce que j'aime bien faire comme ça, mais éventuellement on peut utiliser celle-ci qui a l'avantage d'être un peu plus concise. Alors, dans le from, on peut aussi renommer nos tables. Alors ça, c'est super utilisé, parce que souvent on met des noms de tables qui sont explicites. Et ça vous fait des requêtes un petit peu à rallonge. Donc si on dit student s, college c, apply a, et ben s, on va pouvoir s'en servir ici dans le where, à la place de student, c à la place de college. Voilà, vous avez compris. Alors bon, c'est pas mirobolant comme ça, on a l'impression que c'est juste du sucre syntaxique pour éviter, mais des fois c'est nécessaire. Ben, notamment, si vous voulez combiner une table avec elle-même. Ben, ici, si vous écrivez student dans la clause where, eh ben, le GBD il serait perdu. Eh ben, c'est ce student-là ou c'est ce student-là. Donc là, si on veut mélanger une table avec elle-même, eh ben, on est obligé de donner un nom. Donc par exemple, cette requête, un peu bête, c'est quoi? C'est les couples d'étudiants qui ont la même moyenne. Donc ça, c'est vraiment un exemple juste pour... ça n'a pas trop d'intérêt, hein. Mais vous voyez ici, donc, là, vous avez tous les attributs de S1 qui ont été gardés.
Donc pareil dans le select, hein, si on écrivait GPA, il serait perdu. Hein. Il ne saurait pas lequel garder, vu que des GPA, il y en a deux. Ici, vous avez cela. Et vous voyez à chaque fois une ligne, c'est ça correspond à deux lignes de student, sachant qu'ils sont d'accord voilà, sur avoir la même moyenne. Donc ici, votre relation, elle va être réflexive, vu que quelqu'un a la même moyenne que lui-même, et elle va être aussi commutative, parce que si A a la même moyenne que B, B aussi a la même moyenne que A. Donc si on a Amy, si on a Irène, Amy, on aura Amy, Irène, quelque part plus loin, ici il y a 3 points de suspension, c'est pas nécessairement complet. Ouais, donc là c'est vraiment la source de la richesse du langage, cette capacité à combiner les tables entre elles, y compris avec elles-mêmes. Alors, dans les mots-clés qu'on va avoir, on va avoir un mot-clé qu'on va mettre dans le select, qui s'appelle distinct. Et ben, on l'imagine un peu, c'est pour enlever les doublons. Voilà, donc je veux connaître les États des États-Unis dans lesquels il y a un établissement avec une capacité d'accueil de plus de 15 000. Voilà. Donc ça permet d'éliminer les doublons. Alors, permet de se rapprocher du comportement théorique, c'est-à-dire que quand on fait des exos, on va dire sur la définition formelle, après quand on veut traduire ces requêtes, on est obligé de mettre un peu de distinct partout. C'est très utilisé en pratique, mais alors par contre les doublons, ils peuvent avoir du sens. C'est-à-dire qu'avoir deux fois la même valeur, ça peut, mais c'est pas la même chose que de l'avoir une seule fois. Alors, par exemple, ici, donner seulement les noms des étudiants qui ont entre 3,4 et 3,5 de moyenne, les noms distincts des étudiants et les noms des étudiants distincts, c'est pas la même chose. Ben oui, parce que là, typiquement, vous gardez qu'une seule colonne, c'est le nom, qui est une chaîne, mais vous pouvez avoir des homonymes. Donc ici, vous garderiez l'ID, ce serait peut-être l'ID 1, 2, 3 et l'ID 4, 5, 6. Mais si tous les deux, ils s'appellent Tom, vous voyez, et ben une fois, ici, vous avez deux fois Tom. Là, par contre, avec la deuxième requête, vous avez une seule fois. Donc, si vous voulez compter le nombre d'étudiants, la première, elle est correcte, la deuxième, elle l'est pas. Vous comptez le nombre de noms différents. Donc, c'est pas la même chose. Il faut le faire, voilà, il faut le savoir. Alors, ensuite, donc vous voyez, notre prototype, il s'est enrichi, on a presque tout. Quand on parle voilà, d'étudiants, c'est un exemple que j'ai déjà pris. Quand vous avez des noms ou des moyennes, vous avez très envie de trier. Sur certaines colonnes, je veux les moyennes de la plus haute à la plus basse, je veux les noms d'étudiants dans l'ordre alphabétique, ou classés selon leur âge, ou que sais-je. Alors, dans le order by, vous pouvez mettre plusieurs attributs, ça trie selon l'ordre lexicographique. Alors, vous pouvez préciser avec ask, et je ne l'ai pas mis ici, mais son petit frère, c'est desk. Vous pouvez choisir l'ordre de tri attribut par attribut. Ok? Donc c'est-à-dire que vous pouvez dire je classe selon at1 ask. Alors si vous écrivez rien, par défaut c'est ask, par at2 desk, par at3 ask, ainsi de suite pour faire des tris complets. Par contre, ça va trier dans l'ordre selon lesquels les attributs apparaissent. Donc lexicographiquement, on trie d'abord les selon le premier, quand il y a égalité sur le premier, on trie selon le deuxième, quand il y a égalité sur le deuxième, on trie selon le troisième, et ainsi de suite. L'ordre d'utilisation d'opérateurs ensembliste, l'order by doit être sur la deuxième requête, donc si on fait un union, si on fait student, union student, bon c'est un peu bizarre, l'order by porte sur la deuxième, bon c'est une petite particularité syntaxique. Alors, le nul. Donc,
vous avez la possibilité de mettre des valeurs nulles. Alors, c'est la valeur indéfinie, ou c'est l'absence de valeur, ou c'est la valeur, on sait qu'elle est là, mais on la connaît pas. Ça s'interprète un peu comme on veut, ça dépend, le sens dépend un peu de la colonne. C'est une valeur voilà, qui est admissible de partout. Alors, vous pouvez dire que dans une colonne, je ne veux pas de nul. Hein. À la création de la table, vous pouvez tout à fait le faire, mais par défaut, on les autorise. Donc là, pour les nuls, ben, il y a une syntaxe un peu particulière, parce que la sémantique des nuls, c'est que quand on le compare à quelque chose, c'est toujours faux. Ok. Donc l'égalité, vous pouvez pas faire le test nul égale nul, ça renvoie faux. Donc c'est un peu bizarre, c'est très contre-intuitif, c'est souvent une source d'erreur au début. Donc ça explique un petit peu pourquoi vous avez cette expression particulière is nul, pour dire que attribut 2 is nul, ou que attribut 2 is not nul. Voilà, donc je vais vous donner un exemple. Voilà, si on met dans notre table des étudiants, on rajoute Kevin et Laurie. Donc ça c'était le numéro, donc c'était le S ID, ça c'était S name, et ça c'était GPA, ça c'était size high school. Mais ici, vous voyez, on n'en donne pas. Alors, question, que fait cette requête? Je veux 3 colonnes de student, des étudiants qui ont une moyenne supérieure à 3,5 ou une moyenne inférieure ou égale à 3,5. Alors quand on lit ça, mathématiquement, c'est équivalent à trou. On prend un nombre, si on prend un nombre décimal, il est soit inférieur à 3,5, soit supérieur à 3,5. Oui, sauf que les nuls ne satisfont aucune condition. Et donc, vous allez avoir dans cette requête-là, vous allez avoir ni Kevin, ni Laurie. Par contre, si vous demandez ici sans condition dans le where, ici vous allez retrouver nos deux étudiants qui ont été insérés. Voilà, il faut faire attention. C'est une vraie source de difficulté, la gestion des nuls. Enfin, la dernière clause, donc c'est le groupe by qui se met avant le order. Ça va nous dire comment regrouper les tuples. Alors, par exemple, vous avez très envie de calculer le nombre de personnes dans une table, ou vous avez très envie pour chaque étudiant de savoir combien de candidatures il a fait, ou vous avez très envie de savoir pour chaque établissement la moyenne des GPA, des amis, voilà, des choses comme ça. Donc, dans tous ces exemples-là, vous devez combiner plusieurs lignes en une seule. Et c'est le groupe by qui va nous permettre de faire ça. Alors, je ne vais pas rentrer trop en détail, parce que c'est pas au programme de terminal. Enfin, il faut que ce soit des groupes by simples, mais on verra quand même en TP des groupes by un peu plus riches. Enfin, disons que vous avez le droit aux fonctions d'agrégation, mais pas vraiment au groupe by. Mais c'est inévitable de le présenter, parce qu'on, d'une part, sinon on ne comprend pas grand-chose, et d'autre part, c'est vraiment super utile. Alors, la requête renvoie un seul tuple par groupe, c'est-à-dire sur les valeurs sur lesquelles on va agréger un ensemble de tuples. Alors, dans le select, du coup, on peut utiliser que les attributs qui apparaissent dans le groupe by et dans le order by. Alors, on va faire un exemple. Moralement, vous voyez, j'ai regroupé mes candidatures, je les ai classées par CNAME et Major. Donc, vous voyez, si on fait un groupe by, donc, si on écrit une requête dans laquelle il y a ça, si il y a group by, CNAME,
major. Ok? Si on fait ça, moralement, le SGBD, alors je sais plus comment je draw, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Euh, quand vous faites ça, quand vous mettez cette condition, vous voyez ici, ça va vous regrouper. On va considérer finalement ces trois tubes comme un seul. Donc vous allez avoir dans votre résultat, vous allez avoir une seule ligne, Stanford, CS. Ok? Alors les autres, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, vous ne pouvez pas, si vous demandez de faire select la décision, le SGBD, il ne va pas comprendre. Ici, il y a trois valeurs différentes. Et laquelle il va choisir pour afficher dans votre ligne? Dans votre ligne, il y a une ligne avec Stanford CS, mais ici, qu'est-ce que vous mettez? On ne peut pas savoir. Donc, ce que vous devez utiliser, donc si vous faites un group by sur des attributs, pour tous les autres, et c'est ce qui va vous intéresser, vous allez devoir donner une fonction qui va combiner plusieurs résultats en un seul. Donc par exemple, ici, sur une décision, bah, c'est une lettre ou c'est du binaire, donc on pourrait prendre le max ou le min, mais si vous avez une valeur numérique, vous pourriez prendre la moyenne, le max, le min, tout ce que vous voulez. Ici, bah, le SID, typiquement, ben, on veut pas dans le résultat. Alors, quelque chose que vous avez très envie de faire aussi comme opérateur d'agrégation, mais c'est pour Stanford CS, ce que vous voulez avoir comme valeur, c'est 3. Donc c'est donné le count, c'est donné le compte. Donc l'opérateur group by, il va faire ça. Moralement, il va vous regrouper ces trois tuples en un, celui-là en un, pareil, celui-là en un, ces deux-là en un, ces deux-là en un seul, et ainsi de suite, ces deux-là en un seul. Alors, justement, on a choisi les colonnes sur lesquelles on groupe. Qu'est-ce qu'on fait avec les autres? Eh bien, on va utiliser des fonctions d'agrégation comme celles précitées. Alors, on ne peut pas les utiliser dans le where. Alors, attention. Alors, ça, c'est vraiment une source de confusion. On ne peut pas utiliser, on ne peut pas dire, par exemple, je veux pour chaque établissement la moyenne des GPA et je ne veux garder que les établissements où la moyenne des GPA est supérieure à 3,5. Ça, on ne peut pas. Il y a une clause exprès qui est le having, que je ne présente pas ici, mais qui est pour mettre des conditions sur le résultat du group by. Parce qu'en fait, une requête SQL, ça s'évalue dans un certain ordre, et on fait le where d'abord, on filtre, ensuite on regroupe, et enfin on peut filtrer le résultat du regroupement. Voilà. Donc, par exemple, je veux, donc ici cette requête elle est pas mal, je veux la moyenne des GPA des étudiants qui ont candidaté pour chacun des établissements, je veux une valeur. Donc ici, vous faites une jointure entre student et apply, parce que CNAME, c'est dans apply. Par contre, la moyenne GPA, elle est ici. Le CNAME, voilà, il est là, mais là, c'est de l'autre côté. Donc, vous faites un group by CNAME parce que je veux une ligne par établissement. Et donc, vous voyez apparaître l'attribut ici. Et ici, ben, vous ne pouvez pas utiliser, par exemple, SID. Mais ça n'aurait pas de sens, parce que pour Stanford, il y a peut-être des milliers de candidatures. C'est lequel on veut une seule valeur ici. Une seule. Lequel on prend parmi tous les SID possibles. Donc ben, ici, pareil pour les GPA, vous en avez, si vous avez 1000 candidatures à Stanford, vous avez 1000 GPA, ben, vous voulez combiner ces valeurs, les agréger, donc c'est average qui va vous le faire. Alors round, ben, c'est juste pour avoir un arrondi, parce que les opérations arithmétiques, vous allez avoir plein de chiffres après la virgule, et généralement, ben là c'est pour limiter à 1. Donc on pourrait prendre, si on à la place ici de average, on prenait min, et ben on aurait la moyenne la plus basse
pour chaque établissement. Si on prenait max, vous aurez la valeur la plus forte. Et si ici on écrivait à la place de round, on écrivait juste complètement count étoile, ou alors ça marcherait aussi dans notre exemple count de SID, et bien là ça voudrait dire quoi? Pour chaque CNAME, je veux compter le nombre de lignes dans son bloc ou le nombre de SID dans son bloc. Voilà. Donc ça permettrait de compter le nombre de candidatures. Donc ici, sur ce cas-là, il n'y aurait même pas besoin de faire la jointure avec student, vu que toutes les données dont on a besoin, elles sont déjà dans apply. Donc c'est vraiment une opération, alors autant j'ai dit la jointure c'est une opération fondamentale qui fait partie du modèle théorique. Le group by, alors lui il fait pas très bien partie du modèle abstrait théorique quand on veut formaliser et prouver. Par contre, en pratique, c'est absolument inévitable. Imaginez, ne serait-ce que, je reprends le dataset, je reprends le jeu de données, je remonte en arrière, voilà, vous avez ça. Vous imaginez, la table, elle peut être longue. Quel que soit l'éditeur, vous voulez avoir une idée du nombre de lignes, mais ça va être count étoile from student pour avoir le nombre de lignes dans student. Voilà. Count étoile from college pour avoir le nombre de lignes dans college. Ça va être des requêtes que vous allez taper, mais immédiatement, dès que vous rentrez dans une base, que vous utilisez une base, c'est presque une des premières requêtes qu'on va taper. Et dans n'importe quel éditeur digne de ce nom, vous allez avoir cette valeur qui s'affiche. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la liste des fonctions d'agrégation standard? Donc, vous avez ce count, c'est la taille du groupe. Hein. Attention, les nuls ne sont pas comptés. Je vous ai dit, nul, c'est quand même une source d'embrouille. Donc, ça compte le nombre de valeurs non nulles. Vous avez max, vous avez min, vous avez sum, hein, qui va être évidemment très utilisé, average, mais vous en avez d'autres. Alors, vous pouvez utiliser le mot-clé distinct aussi à l'intérieur des fonctions d'agrégation. Oui, parce que c'est pas tout à fait la même chose pour un établissement de compter les valeurs qui apparaissent dans Major que de compter les valeurs distinctes qui apparaissent dans Major. Donc là, la deuxième requête, c'est le nombre de matières différentes sur lesquelles il y a eu au moins un candidat dans l'établissement. Alors que là, sauf si Major est utilisé à nul, et si on autorise la valeur nulle pour les Major, ça va plutôt vous donner le nombre de candidatures qu'il y a eu, parce que Major est renseigné à chaque fois. Vous voyez la différence? Et c'est pas la même chose que de mettre le distinct à l'extérieur. Alors quand vous avez un groupe by, écrire distinct ici, en fait, ça sert à rien, parce que le group by assure l'unicité. On a groupé par CNAME, et s'il y a plusieurs CNAME, on n'en met qu'un. Donc le distinct, il est absolument implicite. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Quelque part, ça dénote un petit problème. Par contre, à l'intérieur, là, la sémantique, elle est bien différente. Et on ne peut pas faire autrement. Alors, vous pouvez aussi utiliser des fonctions d'agrégation sans group by. Si vous group by aucun attribut, ça va vous considérer toute la table, ça va vous regrouper, vous agréger toutes les lignes de la table, tous les tuples, en un seul. Donc c'est la requête typique, c'est count étoile from student, par exemple. Donc ici, c'est la moyenne des étudiants qui ont candidaté en informatique. Voilà. Un select ne peut contenir que des fonctions d'agrégation ou sur des attributs qui apparaissent dans le groupe by. Donc ici, c'est comme s'il y avait un groupe by vide.
et vous avez le droit d'utiliser average de GPA, ou count de GPA, ou count étoile, ou count de SID. Alors, juste un petit point sur les fonctions. Donc ça, c'est à voir dans la doc. Un petit slide pour rappeler qu'il y en a beaucoup. Il y a aussi des fonctions de conversion pour passer une chaîne en date, une date en chaîne, voilà, vous imaginez. Alors, je suis désolé, là, ça s'affiche pas bien. Alors, il y a une partie qui est standardisée dans SQL, mais il y a beaucoup de différences entre les GBD. Parce que par exemple, ils ne respectent pas le standard, ou ils ont rajouté des fonctionnalités sur les chaînes ou sur les dates. Alors autant les nombres, je pense que tout le monde est d'accord, autant par contre les dates, là il y a un peu plus de variations. Alors il y a des choses qui sont standardisées, il y a une syntaxe exprès par exemple pour extraire les années ou les champs d'une date en SQL, mais les SGBD avaient déjà implémenté leurs propres opérations, avec leur propre nom, leur propre convention. Souvent, ils les gardent. Alors, des fois, ils font une compatibilité. On peut utiliser les deux. Mais vous avez du code historique qui utilise avant la standardisation. Vous voyez, donc il y a plein de petites nuances qui rend le code non portable. Assez souvent, les scripts SQL, théoriquement, si tout le monde respecte le standard, ça marcherait dans la GBD à l'autre. Mais en fait, ça marche pas si bien que ça. Globalement, ça marche, mais il y a quand même des adaptations à faire. Donc ça, on peut s'en servir des fonctions. Chaque fois que vous attendez une valeur, vous pouvez utiliser une fonction pour la modifier. Si vous avez une string, vous pouvez utiliser aussi une fonction sur les strings, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez l'utiliser dans le select, vous pouvez l'utiliser dans le where. Donc, par exemple, j'ai utilisé tout à l'heure, sans m'en rendre compte, ici, j'ai utilisé round, voilà, qui est une fonction d'arrondi sur les nombres décimaux. Alors une fonction qui est une opération qui est très utilisée et qui est standardisée pour le coup, c'est like. On peut faire des tests sur les chaînes. Donc ça c'est la syntaxe SQL, donc ça ressemble un peu aux expressions régulières. Si vous voyez ce que c'est. Alors, sauf que c'est pas la même syntaxe. Dans nos expressions régulières, c'est plutôt l'étoile pour la répétition. Ici, c'est %, et un caractère dans les expressions régulières, c'est plutôt point. Ici, c'est underscore. Donc ici, sur cet exemple, et puis aussi la fonction s'écrit plutôt en infixe. Vous voyez, c'est pas like de sname virgule, c'est sname like. Hein, cet opérateur-là, il s'écrit en infixe. Comme les opérateurs de comparaison, comme égalité, comme inférieur ou égal d'ailleurs. Donc ici, ça donnerait tous les noms de personnes qui contiennent la chaîne AR en minuscule. Alors vous avez un autre opérateur, c'est I like, je crois, like, case insensitive like, qui permet de le faire sans tenir compte de la casse, ou alors vous utilisez une fonction de chaîne pour transformer sname, le mettre en minuscule, et voilà, vous êtes sûr que ça passe. Alors, les GBD peuvent supporter aussi les expressions régulières plus usuelles. Alors, ça, c'est pas au programme de terminal ici, mais vous avez aussi les opérateurs ensemblistes. Donc, vous avez deux requêtes. Donc, vous avez une requête Q1, une requête Q2. Vous pouvez les combiner avec un de ces trois opérateurs. Donc, vous pouvez faire Q1 union Q2. Et si Q1 et Q2 ont des colonnes, ont le même nombre de colonnes et des colonnes avec des types compatibles, voilà, donc ici on imagine deux colonnes dans cet exemple, ben, vous allez simplement les regrouper, tous les résultats, en une seule grande table. Voilà, c'est l'union. Intersection, ben, vous imaginez, ça met l'intersection des deux, et minus, c'est la différence. Ça prend ce qui est dans l'un, mais pas dans le deuxième. Alors, vous pouvez aussi supprimer, vouloir garder les doublons, dans le cas de l'union, en rajoutant le mot-clé all. Donc voilà, c'est pas au programme, mais c'est important pour le savoir, et ça fait des requêtes qui sont pas forcément très compliquées, qui peuvent être assez naturelles.
Voilà, donc là, il y a quelques exemples. Donc je veux, la première requête, c'est euh, je veux les numéros d'étudiants qui ont candidaté soit en informatique, soit en électronique. Alors ça, on pourrait l'écrire avec un OR. Hein, cette première requête, on pourrait l'écrire différemment, avec une seule, hein, ça serait CS égale major OR ce que vous avez mis ici, ça marcherait. Hein. Par contre, pour celle-là, je veux les étudiants qui ont candidaté en informatique, mais pas en électronique, ben ça, vous n'avez pas le choix. Et si vous voulez les étudiants, alors ça c'est souvent un piège hein, qu'on met dans les interros, donnez-moi les noms des étudiants qui ont candidaté en informatique et en électronique. Et bien, ce qu'on a fait ici, là, à l'écrire avec un OR, ben, si on écrit avec un AND, ben, ça ne marche pas. Si notre requête qu'on essaie c'est major égale computer science and major égale électronique, et bien ça, la réponse, je vous le dis tout de suite, c'est l'ensemble vide. Ben pourquoi? Parce que la case major, elle peut avoir qu'une seule valeur. Et un where, c'est pour filtrer une ligne. Donc quand on passe sur la ligne, on teste soit major égale CS, mais si c'est CS, ça ne peut pas être E, hein, il n'y a qu'une seule valeur. Donc cette condition, elle sera tout le temps évaluée à false. Donc si chaque fois qu'on passe sur une ligne, la condition est évaluée à false, et bien votre résultat, ce sera le résultat vide. Donc voilà. Ça, c'est autant l'union entre deux, des fois on peut le simuler avec un OR. Par contre, l'intersection ne se simule pas avec un AND. C'est un piège, c'est une erreur qu'on fait souvent. Voilà, donc cette vidéo est un petit peu plus longue. Pour conclure, donc le modèle relationnel, vraiment un premier point, c'est séparation physique versus logique. Là, on a décrit des requêtes SQL, okay. On a décrit les traitements, le sens qu'elles avaient, on n'a jamais dit comment ça allait se passer, dans quel ordre on allait lire les données, est-ce qu'on allait les mettre en mémoire, pour faire la jointure, le produit cartésien, est-ce qu'on lisait la première table ou d'abord la deuxième, voilà, on n'a rien dit de tout ça, c'est le job du SGBD de s'en occuper et de faire le lien entre ce que vous avez décrit logiquement et sa représentation physique. Donc on parle aussi de déclaratif, un paradigme où tout est relation, et un SGBD, un système de gestion de base de données qui assure les fonctions essentielles et même un peu plus. Faut quand même savoir que les licences de SGBD comme Oracle, ça se chiffre en milliers d'euros par cœur de processeur. Donc vous pouvez imaginer, ce sont des logiciels très complexes sur lesquels il y a énormément de fonctionnalités. Enfin, toute l'expressivité de SQL, enfin pour les requêtes de sélection, les opérateurs de la gemme, on n'a pas trop parlé, mais voilà, sélection, projection, alors sélection c'est le where, projection select, jointure ou produit cartésien avec from, et aussi l'union et les opérations ensemblistes. Des fonctionnalités qui sont, comment dire, qui ne sont pas dans le modèle théorique ensembliste, distinct, order by, nul, des fonctions, donc celles-là, je les ai pas toutes décrites, on a parlé de like, mais vous pouvez imaginer qu'on a tout ce qu'on veut, et aussi les requêtes imbriquées, alors ça j'en ai pas parlé, mais là où vous pouvez mettre, à la place d'une table dans un from, vous pouvez tout à fait mettre une requête SQL, après tout c'est le même type de résultat, que vous lisez une table, que ce soit le résultat d'un calcul, quelque part c'est homogène, et pour l'agrégation de données, on a parlé du group by, on a parlé du count, je vous ai dit qu'il y avait le hiving, mais ça sort un petit peu de notre cas. Voilà, donc c'est la fin de ce cours sur SQL. On passera à la pratique, je ferai une petite vidéo pour se mettre en selle sur SQLite, qui est un SGBD très léger que vous pourrez utiliser dans les lycées et sur lesquels vous allez pratiquer du SQL parce que de toute façon, après cette présentation, ce qu'il faut faire c'est pratiquer.